Allez, il est 11 heures. Nous allons commencer ce webinaire du coup. Merci à tous d'être présents sur ce webinaire aujourd'hui dédié à la dernière version Moodle 4.5, Moodle Workplace 4.5, la dernière version LTS qui est sortie début novembre. Donc c'est tout récent. Alors, juste avant de commencer, je vais présenter, quoi qu'il arrive, la structure, je vais me présenter moi, mais avant, juste quelques petites informations techniques sur le déroulement de ce webinaire. Vous pouvez normalement m'entendre, j'espère que vous m'entendez bien, hein. On a un petit avis de tempête chez nous, donc j'espère que la connexion sera stable. Donc vous pouvez m'entendre, mais vous ne pouvez pas discuter directement en utilisant votre micro. Pour ça, je vous conseille d'utiliser soit le chat, soit si vous avez des questions par rapport à des choses que vous voyez, d'utiliser l'onglet questions-réponses. Ça nous permettra de trier les réponses que l'on a données. Sachez que ce webinaire est enregistré, l'enregistrement a déjà commencé, il sera directement diffusé sur notre chaîne YouTube que vous pourrez retrouver sur notre site internet. Alors, je suis donc Benoît Marchais, moi je suis responsable du service client, et je m'occupe de toute la partie fonctionnelle des solutions qu'on propose, dont Moodle Workplace, Moodle, Totara et d'autres solutions connexes à ces trois grandes solutions. Et je suis accompagné aujourd'hui de Taya qui répondra à vos questions directement sur le chat ou sur la partie Q&R. L'idée, c'est de poser vos questions au fil de l'eau. Si on a la réponse directement, Taya y répondra. Et sinon, j'y répondrai en fin de session si je connais la réponse, parce que, comme je viens de vous le dire, la solution est sortie il n'y a pas de très longtemps, et donc on n'a pas forcément eu le temps de tout voir et de tout tester. Donc, mais on espère j'espère que j'aurai des réponses à vous apporter si vous en avez. Euh, je vais commencer par présenter la structure. Donc, hop, normalement. Vous voyez, je change de slide. N'hésitez pas à me dire hein, s'il y a des petites latences ou autres. Alors, la structure qui est présente sur le webinaire, c'est Innovation. Innovation, on est partenaire premium de la solution Moodle. On est également Totara Platinum Partner. En gros, on couvre un spectre assez large de tout ce qui gravite autour de l'e-learning. Ça commence par le conseil et l'audit dans le choix stratégique de la solution qu'on peut proposer. On a un transfert de compétences avec un département formation sur les différents produits, bien évidemment, que l'on propose, mais pas que. On a un gros pool de développeurs, donc on a un département de développement qui est assez important, qui nous permet de répondre à des besoins spécifiques en termes d'interface, en termes de développement de plugins, de customisation de plateformes. On a un studio de création qui nous permet d'être force de proposition sur le déploiement de formations, soit directement en utilisant l'outil en fait présent sur le LMS, ou en utilisant des outils auteurs de type Storyline, iSpring ou autres. On fait de l'hébergement des différentes solutions qu'on propose, et par le biais du support, on accompagne à la bonne utilisation des différentes plateformes que l'on propose. Voilà, en gros, les différents éléments et services que propose Innovation qui gravitent autour des solutions que l'on peut proposer. Alors, c'est pas forcément l'idée aujourd'hui, mais c'est entrer directement dans le vif du sujet. Alors, un plan assez simple, hein. Comme d'habitude, je ne sais pas si vous avez suivi le webinaire qui traitait de la dernière version LTS de Moodle 4.5. Je crois que c'était le mois dernier. L'idée, c'est pas de faire un focus sur d'ailleurs cette version Moodle, hein, parce que bon, je vais quand même m'en parler, mais c'est surtout de voir les fonctionnalités importantes de Moodle Workplace. Il faut savoir que Moodle Workplace, quoi qu'il arrive, embarque les différentes fonctionnalités qui sont présentes sur Moodle classique, donc le Moodle LMS. Donc je ferai un petit check là-dessus, mais ce ne sera pas le gros en fait de la présentation. Pour tout ce qui concerne Moodle LMS 4.5, on rentre un peu plus dans le détail sur le webinaire précédent. Donc il ne faudra pas hésiter à aller le visualiser. Puis si vous avez en fait des questions par rapport à ça, nous solliciter sur un autre moment. Donc le plan est assez simple, je vous l'ai dit. Je vais commencer par juste faire un check sur les différentes versions et vous alerter sur enfin, potentiellement les dangers à rester sur des versions qui ne sont plus maintenues. Donc je vais présenter un slide sur lequel vous avez les différentes dates de mise à disposition des versions, et surtout les versions qui ne sont obsolètes ou pas. Et ensuite, je rentrerai dans le détail
en présentant une plateforme Moodle Workplace 4.5 avec un focus particulier mais rapide sur la partie LMS, sur les éléments qui me semblent importants de connaître. On fera bien évidemment un focus important sur le catalogue, qui est un point nouveau sur cette dernière version Moodle Workplace, avec, je vous montrerai comment ça fonctionne, les éléments qui ont été mis en place, et c'est très intéressant. On a une capacité assez euh, rapide de trouver en fait des formations et de taguer les éléments de formation qu'on met à disposition. Ensuite, on baillera les différentes fonctionnalités, encore une fois, qui semblent intéressantes de pousser par rapport à peut-être ce que vous avez connu de Moodle Workplace sur les anciennes versions. Je ne présenterai pas forcément Moodle Workplace parce que je pars du principe que là, on est vraiment sur une mise à jour des fonctionnalités qui existent et pas une présentation de la solution Moodle Workplace. Pour ceux qui découvrent Moodle Workplace, ça va peut-être être un peu difficile de rentrer dedans. Donc là, il ne faudra pas hésiter à nous solliciter encore une fois pour qu'on vous présente réellement en Moodle Workplace le fonctionnement et la différence qu'on peut avoir entre Moodle LMS classique et Moodle Workplace. Voilà. Donc, tout de suite, je vais commencer par un autre slide. Hop, voilà, un slide qui est important qui concerne les versions en fait de Moodle Workplace et leur mise à jour. Actuellement, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais quand je parle de version LTS, ça veut dire Long Term Support, c'est qu'en gros, vous allez avoir une version qui va être stable et mise à jour au niveau de sa sécurité pendant 3 ans. Donc, vous avez la garantie, en fait, par le biais des mises à jour mineures qui sont à peu près tous les 2 mois, d'avoir une plateforme qui répond à des critères de sécurité qu'on souhaite tous avoir. La dernière version LTS qui était disponible, enfin c'était la version 4.1. Vous voyez qu'elle est disponible en tout cas sur ces mises à jour de sécurité jusqu'à décembre 2025, donc on a encore un peu de temps. Et vous avez des versions intermédiaires, les versions 4.3, 4.4, qui ont vu le jour précédemment et sur lesquelles on a apporté, enfin, dans lequel Moodle HQ, qui est l'éditeur de Moodle, a apporté un certain nombre de fonctionnalités, nous également. Et là, l'idée, c'est bien évidemment de vous montrer cette version 4.5. Donc la version 4.5, elle est sortie en novembre. Elle se termine en octobre 2027. Donc on part vraiment sur 3 ans. Sachez que sur les versions, ce que vous voyez actuellement, c'est les versions qui sont actuellement stables et qui ont des mises à jour de sécurité encore disponibles. Si vous ne voyez pas votre version à ce niveau-là, je parle notamment des versions 3.11, 4.2 et puis antérieures, il faut vous poser la question en fait auprès de votre partenaire, enfin, solliciter votre partenaire pour mettre à jour ces solutions parce que ça veut dire qu'elles ne répondent plus en fait aux critères de sécurité qu'il faut avoir dès qu'on diffuse en fait du contenu sur le web. Encore une fois, c'est enregistré. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas, on pourra vous envoyer la présentation. Ça vous permettra d'avoir ces informations directement. Puis vous avez une doc qui existe, alors qui est plutôt anglaise en ce qui concerne Moodle Workplace, mais qui tend à être traduite. Donc là, vous avez toutes ces informations qui sont également disponibles sur la toile. Je vais quitter en fait cette présentation et rentrer directement dans le vif du sujet en allant sur une plateforme qui est disponible sur mon ordinateur en local. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire si la transition se fait pas bien. J'essaierai de relancer le partage. Des fois, ça pose des petits problèmes. Hop. Donc, je bascule sur ma version de Moodle Workplace. Je ne sais pas si vous la voyez. J'espère que oui. Et si c'est le cas, alors il y a des Oui, choses c'est qu'on bon, pourra. Benoît. C'est bon, ok, merci. Donc, on pourra pas, il y a des choses qu'on ne pourra pas voir, notamment des paramètres qui nécessitent d'être vraiment sur une plateforme hébergée. Là, comme je suis en local, il faut imaginer que je suis sur mon ordinateur, mais on peut très bien avoir cette plateforme du coup diffusée comme sur un site internet, en ligne. Et il y a des choses que je ne peux pas vous présenter là sur la version que j'ai. Donc, je vais juste vous l'expliquer. Et notamment, il y a 2 points importants qui sont importants enfin 2 points qui sont, à mon sens, des choses qui peuvent être intéressantes d'être dites. C'est la première, c'est
qu'on a depuis la version Moodle LMS 4.5 la possibilité d'avoir la double authentification avec une sécurité donc renforcée. Avec, quand un utilisateur se connecte, en fonction de ce qu'on a mis en place, on peut avoir un SMS qui est envoyé à l'utilisateur pour attester que c'est bien lui qui essaye de se connecter. Et c'est la liaison avec le système SMS qui va derrière lui permettre à l'utilisateur de se connecter. Donc ça, je ne peux pas vous le montrer, mais c'est quelque chose qui existe et on peut déployer en fait cette double authentification en fonction de l'entité auquel on est rattaché. Sachant que évidemment Moodle Workplace permet d'avoir un système d'entité qui est différent. Ça, c'est le premier point. Et toujours sur ce système d'entité, le deuxième point, c'est qu'on a en fait, alors c'était quelque chose qui était en bêta, c'est-à-dire qui était en test en fait avant. Et là maintenant, c'est vraiment intégré nativement sur cette dernière version 4.5. C'est la possibilité d'avoir une URL spécifique par entité. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Moodle Workplace, sur Moodle Workplace, vous avez un système d'entités. Donc, vous pouvez en fait avoir, avec une plateforme Moodle Workplace, avoir des petits Moodle Workplace qui sont mis à disposition de clients ou d'une segmentation d'utilisateurs. Et on peut, donc, on a un environnement graphique qui est propre en fait à ces entités. Et on peut, avec ces URL spécifiques, définir que on ne se connecte pas à une adresse qui serait celle de la personne, enfin de la structure qui héberge cette plateforme, mais plutôt en fait le client directement. Donc on va vraiment sur quelque chose de plus poussé. C'est pas juste un ID qu'on rajoute sur l'URL qui va rediriger l'utilisateur sur l'entité auquel il appartient, mais c'est vraiment en fait un URL spécifique qui peut être pour le coup un sous-domaine du domaine principal du client ou encore une fois de la structure qui appartient à cette entité. Donc ça, c'est deux points que je ne peux pas vous montrer, mais qui sont, à mon sens, intéressants pour gagner en customisation pour les utilisateurs qui appartiennent à des entités avec un URL qui ne correspond pas forcément à la structure qui héberge comment s'appelle l'entité et le Moodle Workplace. Alors, je vais me connecter en tant qu'administrateur sur cette plateforme, ce sera plus simple pour moi. Et puis, je vais rentrer dans le détail des différents éléments. Hop. Je me concentre sur le mot de passe. Voilà. Alors, on rentre dans un environnement qui n'est pas forcément celui de Moodle Workplace quand on l'installe en standard, hein. Il faut savoir que Innovation, je vous en ai parlé sur les services, on intervient en fait graphiquement sur les solutions pour agencer des éléments, on développe des produits. Donc là, j'ai fait en sorte en fait de customiser cette page par rapport à des plugins qu'on a développés. Donc il y a des choses qui sont propres en fait à ce que est en capacité de proposer l'innovation, mais c'est pas très grave. Bon, voilà à quoi peut correspondre en fait une page qui est customisée chez Innovation avec un thème qui est le thème Workplace Plus et les éléments qui permettent graphiquement d'avoir un agencement et des éléments de communication qui sont importants, notamment en fait pour les différentes entités, parce qu'on peut avoir un message qui est poussé en fonction, encore une fois, de l'utilisateur qu'on connaît, et on peut rediriger cet utilisateur sur une page d'accueil avec des messages qui vont être propres à, encore une fois, ce qu'on connaît de lui. Donc ça, ces éléments sont pas forcément propres à la version 4.5, c'est vraiment propre en fait à l'innovation et les produits qui sont proposés. Voilà, ceci étant dit, je vais rentrer sur des choses. Graphiquement, il y a des choses qui ne correspondent pas forcément à ce que vous auriez si vous n'êtes pas hébergé chez nous, mais vous avez quand même, on va quand même rentrer dans le détail des fonctionnalités qui sont propres en fait à cette version 4.5. C'est juste qu'au niveau du design, il y aura quelques petites différences. Alors, le premier point, enfin un des points, je dirais, majeurs de cette nouvelle version, c'est cet onglet catalogue qu'on a nous mis en place par ce biais-là. L'onglet catalogue, alors c'est quelque chose qui n'est pas nouveau chez Innovation parce qu'on avait déjà en fait un catalogue existant, mais d'ailleurs on a participé en fait en fournissant le code qui a servi d'ailleurs à fournir cet agencement-là. Nous on avait déjà en fait un catalogue au sein d'Innovation qui existait. Là maintenant ce qui est sûr c'est que sur la version 4.5, sans plugin additionnel ou sans développement d'un partenaire en particulier, on a maintenant un catalogue qui est proposé en standard qui peut ressembler à ça, parce qu'encore une fois, je suis intervenu graphiquement pour effectuer certaines opérations. Alors graphiquement, j'entends en accédant aux feuilles de style, on peut en fait modifier l'agencement et effectuer, vous voyez, des petits boutons, des ajouts de boutons comme ça, ou modifier un peu les éléments.
Euh, donc voilà à quoi ça ressemble. Alors, première chose, c'est que on a sur ce catalogue la possibilité de diffuser les contenus de formation qui sont disponibles, on les voit ici. Et puis on a la possibilité de taguer des contenus de formation comme étant en fait mis en avant, et c'est ce qu'on retrouve ici. Donc là, vous avez un petit carrousel de contenu qui peut servir à un utilisateur pour naviguer sur les éléments, les formations qui sont mis à la une. Tous les textes qui sont mis à disposition sont bien évidemment customisables. Les images, l'agencement des éléments, on va rentrer dans le détail après, mais c'est des éléments qu'on peut assez facilement customiser avec ce qui a été fait par Moodle. Il y a un très très gros travail qui a été fait et le rendu est vraiment très très esthétique et très pratique d'utilisation. Alors, le fonctionnement, c'est le suivant. On a directement les formations à la une, les formations disponibles avec une pagination si on dépasse en fait le nombre de cours qu'on a affichés. On a un moteur de recherche qui est basé sur le titre et le descriptif des parcours. Et on a la possibilité d'ajouter des éléments, notamment des tags ou des éléments taux de prix ou des informations sur des focus particuliers. Ça pourrait être là, j'ai mis une mise à jour récente, nouvelle version, bientôt disponible. Tout ça, ce sont des éléments qui sont basés sur les champs additionnels de cours. Et on peut très bien imaginer derrière avoir, voilà, ça c'est fully learning, ou ça c'est du blended learning, ou etc. C'est de la synchrone, du synchrone, tout ce qu'on veut, rajouter des éléments qui vont permettre d'aiguiller l'utilisateur sur des informations qui seraient pertinentes d'avoir à ce moment-là, au niveau du catalogue. Ce qui manque peut-être, c'est le temps nécessaire pour effectuer l'action de formation, surtout si on a la possibilité de s'y inscrire directement sans validation de quelqu'un ou sans payer. Ça, c'est un point qui pourrait être ajouté et on va voir comment. Alors, quand on arrive sur ce catalogue, j'arrive sur le choix des différentes catégories. Alors, la gestion du catalogue par rapport au système d'entité dépend du rôle que l'on a et de la capacité qu'on a à visualiser en fait les catégories. Donc là, moi, j'ai fait en sorte en tant qu'administrateur d'avoir accès à toutes les catégories que j'ai créées. Donc là, ce que vous voyez, innovation, Vita Resto, ce sont des entités, c'est les entités que je retrouve ici. Donc on peut comme ça fournir des catégories qui vont être soit spécifiques en fait à l'entité auquel j'appartiens, parce que j'ai le droit que de voir cette catégorie, ou alors je vais pouvoir derrière dire bah, j'ai des catégories qui sont communes et qui vont être visibles pour tel type d'utilisateur, pour tel type d'entité, et donc le catalogue va être dynamique, c'est-à-dire que ça va être en fonction de la personne qui se connecte et des droits qu'il a en termes d'accès à la visibilité des parcours, que ce catalogue va se générer. Alors, moi j'ai trié, enfin dans mon entité innovation, j'ai créé des sous-catégories, vous voyez, informatique, Moodle, sécurité, etc. Et on peut comme ça rentrer directement dans une sous-catégorie. Je pourrais même avoir une sous-sous-catégorie, donc j'aurai un menu déroulant après informatique qui pourrait s'afficher. Donc on peut comme ça décider de l'arborescence des catégories qui vont être disponibles pour l'utilisateur. Si je clique sur une des catégories, je vais rentrer sur une vue plutôt détaillée de ce qui se passe sur cette catégorie avec les sous-catégories qui sont disponibles ici et puis des filtres qui vont directement soit être présents dynamiquement parce qu'on a renseigné des informations directement sur les cours, soit parce que en fait, on a décidé que ces filtres devaient être présents quand on est sur tel contexte de telle catégorie. Donc on a une vue plutôt concise de cette manière-là, et puis on a une vue quand on est à l'intérieur d'une catégorie avec un complément d'information, notamment le descriptif du cours qui est disponible ici, le prix qui peut se générer dynamiquement en fonction des types de méthodes d'inscription qui ont été mis en place. Si c'est de l'auto-inscription, on va considérer que le prix, c'est gratuit. Et si par exemple, il y a un kit de paiement sécurisé qui a été installé, une méthode d'inscription qui repose sur un kit de paiement sécurisé, bah, vous allez avoir en fait le prix qui va s'afficher. Et ça, dynamiquement, renseigné par rapport au kit qui a été mis en place. Encore une fois, on va rentrer par exemple dans un cours pour vous montrer comment ça se passe. Et il faut savoir que alors, comme c'est dynamique, bah, on va récupérer des informations dans le système de kit de paiement sécurisé qui a été mis en place. Et si vous avez deux liaisons possibles avec deux paiements différents, bah, on va prendre le paiement, enfin le prix qui sera le moins important. Et c'est ça qui sera affiché directement ici, quoi. Alors, si je retourne sur le catalogue et je pars sur un cours qui n'est pas forcément enfin, qui n'a pas été en tout cas, sur lequel je n'ai pas inséré de paiement en ligne,
L'ajout de ce paiement en ligne se fait directement via le paramètre du cours, pas le paramètre, excusez-moi, les participants. On a dans utilisateur inscrit la possibilité de mettre en place des méthodes d'inscription. Et là, si j'active l'auto-inscription, je vais avoir en fait un retour comme quoi c'est gratuit. Et si je mets par exemple PayPal et que je mets un montant correspondant en fait au coût d'inscription de ce cours, hop, alors il faut juste que je lui donne une version PayPal, hop, ajouter cette méthode. Alors, ça, c'est ce que j'ai mis en place. Donc, il y a un prix qui a été affecté. Et dans le paramètre du cours, je vais pouvoir, en fait, alors ça se fait par une règle, ça se fait par une tâche planifiée qui tourne et qui met à jour les informations du catalogue. Mais là, je vais être obligé de le faire manuellement. Mais en gros, vous voyez, j'ai un petit onglet qui me permet d'aller chercher dynamiquement le prix. Et maintenant, en enregistrant cette information, si je retourne sur mon catalogue, j'ai le prix qui va s'afficher directement correspondant à ce que j'ai rentré sur la méthode d'inscription liée à un paiement. Encore une fois, si j'avais mis une ouverture en auto-inscription du parcours, j'aurais eu la possibilité derrière d'avoir directement gratuit. Je vois qu'il y a une question, le catalogue n'est pas inclus dans WordPress. Si, si, hein, c'est bien le cas. Je disais juste qu'Innovation, en fait, avant cette version 4.5, avait déjà son propre catalogue. Là, vraiment, c'est une solution qui est, la fonctionnalité catalogue est intégrée maintenant nativement sur Moodle Workplace. Donc, vous l'avez directement. Ok, donc on a ce système de catalogue qui permet d'avoir un focus particulier pour l'utilisateur en fonction, encore une fois, ce qu'on connaît de lui et de l'entité auquel il appartient, de mettre des informations sur les cours disponibles. Alors, comment on paramètre ce catalogue? Je vais aller directement sur l'administration du site. Dans l'onglet apprentissage, on a un onglet configuration du catalogue et vous allez voir que c'est assez simple. On a plein de alors, bien évidemment, on peut décider de ne pas activer ce catalogue. Si on l'active, le bouton catalogue apparaît. Et puis, on peut, bien évidemment, comme je l'ai fait hein, sur la page d'accueil, y faire référence directement via l'URL. Et après, on a le choix de comment vont s'agencer les différents éléments. Vous voyez, le nombre maximum de niveaux de sous-catégories imbriquées. Donc là, j'en ai trois. Après, les balises qui vont être prises en compte lors du descriptif du cours. Comment on tronque le résumé de cours. Quelle méthode de recherche on utilise. Là, en l'occurrence, une recherche simple. Et après, on a les différentes vues dont j'ai parlé. Donc la vue compacte, c'est quand on clique directement sur le catalogue avec les tuiles. Et puis on a les vues détaillées sous forme de liste sur lequel on va pouvoir décider ce que l'on met. Donc là, tout ce que vous voyez ici, c'est des champs additionnels de cours que j'ai créés. Alors il y en a qui sont créés uniquement plutôt pour moi, la manipulation que je peux avoir dans un cours, parce qu'on a des choses qui s'affichent spécifiquement sur des cours avec innovation, la possibilité d'avoir la gestion de la fin de cours, le temps disponible pour mettre en place des éléments, etc. On pourrait décider de les afficher. Vous voyez, vous avez à chaque fois la possibilité de trier l'ordre d'affichage. En cochant une case, on peut en fait décider, par exemple, là, si je clique sur résumé de cours, je pourrais directement afficher le résumé de cours sur l'onglet, donc les éléments correspondant en fait au catalogue qui est présenté sans au format liste, mais au format tuile, avec directement le résumé qui s'affiche de cette manière-là. Et on peut comme ça réagencer les éléments comme on le souhaite. Et on peut même aller plus loin, c'est-à-dire que typiquement si je retourne sur l'apprentissage, champ personnalisé de cours, vous voyez, c'est tous les champs personnalisés que j'ai créés. Et moi, j'ai créé un champ personnalisé qui s'appelle mise en avant, qui est un menu déroulant. Alors, si je rentre dessus, vous voyez que le menu déroulant, c'est juste ça. En fait, j'ai des informations qui disent nouveau, nouvelle version, bientôt disponible, etc. Donc, j'ai des lignes qui correspondent en fait à des sortes de tags, hein, finalement. Et en fonction de la ligne que j'utilise, j'ai une feuille de style qui va s'appliquer, qui va permettre d'avoir un agencement de type plutôt une couleur, ou peut-être je pourrais même avoir une icône si je veux, ou des éléments qui permettent en fait, encore une fois, de pousser de l'information directement placée à un endroit particulier sur le catalogue pour avoir une information concise et rapide pour l'utilisateur qui visualise le catalogue. Donc, des champs personnalisés, tout ça est natif. Et du coup, dans comment s'appelle, le catalogue, dans la configuration du catalogue, on décide si on affiche ou pas les éléments et où on les affiche en fonction. Voilà. Alors, par rapport à ça, il y a un champ supplémentaire qui est un champ additionnel de cours qui a été créé rien que pour le système de prix. Qui est un champ basé sur en fait des chiffres. C'est qu'on on peut renseigner ce champ en tapant des chiffres. Donc on a cette possibilité-là aussi de pas forcément avoir
de relier le catalogue à un kit de paiement sécurisé, on pourrait très bien fournir juste de l'information et pas forcément avoir le kit de paiement sécurisé en place. Et du coup, on aurait juste en fait à créer un champ additionnel qui serait un prix basé sur le champ additionnel de cours de nombre et on renseignerait cette information sans forcément que l'utilisateur puisse derrière s'inscrire en payant. Il aurait juste l'information comme quoi ce cours ou cette formation coûte tant de temps, tant d'euros, et c'est après, sur un autre mode de fonctionnement que le paiement pourrait se faire. Voilà, donc ça c'est je pense, le gros point important de cette nouvelle version 4.5, c'est la possibilité d'avoir un catalogue qui va s'alimenter et qui va être mis à disposition en fonction, encore une fois, de ce qu'on connaît de l'utilisateur, de son appartenance à l'entité, de sa capacité à visualiser les catégories de formations qui ont été créées. On a des systèmes de tags, donc si dès que je fais une recherche ou dès que je rentre dans une catégorie et que je peux en fait combiner des éléments de type je veux chercher ce qui se passe dans Moodle et en débutant, j'espère que j'en ai, hein, si j'en ai pas, ça va m'afficher rien à afficher, voilà. Mais je peux comme ça assez facilement envoyer des informations, enfin en tout cas trier mes informations pour avoir un contenu qui se met en place. Alors, le seul petit inconvénient qu'on a par rapport à ça, mais ce sera certainement en fait patché, en tout cas chez Innovation, c'est que ce qui est intéressant, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'avoir directement, par exemple ici, dès que je coche une case, d'avoir l'URL correspondant à ce que j'ai effectué comme tri. Là, typiquement, j'ai sélectionné Moodle. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir quelque chose qui indique que j'ai sélectionné Moodle et de cette URL pouvoir le copier et l'envoyer directement à un prospect et sans avoir à recocher les différentes cases. Il rentrerait directement dans l'environnement du catalogue avec les cours correspondant à ce qui a été coché. Voilà. Bon, c'est des choses qui n'existent pas pour l'instant, mais qui vont certainement arriver prochainement. En tout cas, Innovation a déjà prévu de le faire sur cette partie-là. Donc ça, c'était un gros point, le catalogue, avec cette possibilité d'avoir ce contenu spécifique. Je vais rentrer sur un contenu court et vous montrer en fait ce qu'on pourrait avoir. Alors, dans mes formations, si je vais sur un cours de démo terminé rapidement, donc voilà, c'est les différents éléments que vous voyez, je vous les retrouve ici, hein, c'est les champs additionnels qui permettent d'agencer le cours de différentes manières. Quand on a terminé le cours, d'avoir l'information qu'on a terminé directement sans avoir juste le 100% qui l'indique. Et pourquoi je vais vous montrer ça? Bah là, je vais rentrer plutôt sur ce qui existe sur Moodle classique, le LMS. Donc encore une fois, je vais aller très rapidement parce que c'est pas l'idée aujourd'hui. Mais en activant le mode édition, on a un truc qui est très intéressant, c'est cette possibilité d'avoir des actions rapides. Vous voyez, quand j'active le mode édition, j'ai un bouton qui apparaît ici qui me permet de lancer des actions en lot et d'effectuer des actions rapides sur déplacer, mettre en disponibilité, non disponible, supprimer des éléments, dupliquer des éléments en masse en les sélectionnant soit les sections, soit en sélectionnant directement les activités. Donc on peut comme ça, sans passer par chaque activité une par une, effectuer des opérations en masse par le biais de ce bouton-là. Dès que je ferme en fait cet outil-là, le bouton revient disponible et on peut fonctionner comme ça. Autre point intéressant, c'est que on peut assez facilement modifier des restrictions sans rentrer dans l'activité. C'est-à-dire que je ne suis pas obligé de rentrer dans l'activité pour modifier la restriction. J'ai des boutons qui me permettent directement d'effectuer ces opérations sans avoir à rentrer sur le contenu. Donc il y a un gain de temps qui est quand même pas, qui est quand même enfin, important. Là où il fallait en fait précédemment rentrer sur le paramètre du cours, descendre sur la partie restriction, faire sa modification et revenir. Là, on a vraiment en fait d'un seul clic la possibilité de modifier ces éléments. Pareil pour la disponibilité, où on a les choix de la disponibilité du contenu court directement disponible ici. Dernier point que je voulais vous montrer, enfin deux autres points encore sur la partie Moodle LMS, c'est la possibilité d'avoir des sous-sections. Donc on a en fait le bouton quand on est, et ça sur n'importe quel endroit, donc on peut intercaler des sections entre des activités. Donc là, j'ai à chaque fois un petit bouton qui me permet d'insérer des sous-sections ou d'insérer une activité sans forcément, et c'est ce qui se passait avant, on l'insérait directement en haut et après on la déplaçait. C'était assez laborieux des fois si le glisser-déposer ne fonctionnait pas bien. Donc là, on peut intercaler assez rapidement des activités ou des ressources entre d'autres activités ressources et on peut surtout rajouter des sous-sections si on le souhaite.
et il y a un lien directement vers ces sections ou sous-sections. C'est-à-dire qu'on peut rentrer dans un contexte de section ou sous-section et d'avoir un contenu de formation qui va être cantonné à l'information qu'on a sur ces sections. Donc ça, c'est également un point intéressant. Alors attention, pour ceux qui vont démarrer avec les sous-sections, sachez que c'est une activité qui s'active. Elle n'est pas en standard activé, donc il faut l'activer pour la voir. Et faites attention à bien l'activer avant, parce que vous pouvez avoir des soucis assez importants si vous faites des migrations de contenu qui utilisent des sous-sections vers en fait une plateforme qui n'a pas activé ses sous-sections. Vous allez avoir en fait des bugs sur notamment les sections qui sont normalement dans d'autres sections. Donc ça, faut être vigilant là-dessus. Donc voilà, je rentre pas trop dans le détail. Bon, alors l'iconographie a changé. C'est des points qui ont été modifiés. Donc bon, on a toujours le code couleur qui respecte normalement le côté est-ce que c'est de l'évaluation, est-ce que c'est de la mutualisation de moyens, est-ce que c'est du feedback, etc., etc. Ou est-ce que ce sont des ressources? Ça n'a pas changé par rapport, c'est juste l'iconographie qui a changé, mais sinon les codes couleurs restent le même. Le dernier point que je voulais vous montrer, je vais vous le montrer, je ne l'ai pas activé ici, je vais vous le montrer sur une autre plateforme, c'est la possibilité d'activer l'onglet communication. C'est-à-dire qu'on peut en fait activer, si on le souhaite, un bouton qui va permettre d'avoir ce système-là, l'onglet communication. Et c'est basé sur quelque chose qui existe depuis la version 4.1, qui était en bêta, encore une fois, maintenant il est intégré en standard. C'est notamment la capacité de Moodle et Moodle Workplace à s'interfacer avec une solution qui s'appelle Matrix, qui permet en fait, un peu comme un WhatsApp, Matrix étant une solution open source qui ressemble un peu à WhatsApp, de créer en fait un salon de communication au sein de la formation. Et dès qu'on l'active, on a en fait ce petit bouton qui s'affiche. Alors moi, je l'ai fait en fait. Assez basiquement, ça renvoie vers un Jitsi, mais encore une fois, on peut interfacer Moodle avec la solution Matrix, et là, on rentre vraiment sur un espace dédié où les gens vont pouvoir, encore une fois, comme un WhatsApp, échanger des documents, rebondir. Enfin, on tombe dans un salon qui peut d'ailleurs être, salon qui peut être en fonction des groupes auxquels on appartient, donc quelque chose qui est quand même assez intéressant en termes de communication et d'échange entre les apprenants, parce que ce qui se faisait généralement, c'était on créait un cours et puis les étudiants entre eux se créaient des WhatsApp à côté. Et en fait, on perdait l'information de ce qui se passait en dehors de la plateforme. Là, on a vraiment la possibilité de relier cette plateforme-là à des choses de ce type. Voilà. Donc, dès qu'on active cette liaison, on a ce bouton-là qui apparaît et l'utilisateur peut directement se connecter à une session Matrix ou autre si on met autre chose. Parce qu'on a la possibilité d'avoir un lien directement ou, vous voyez, là, moi j'ai créé un lien qui pointe vers un Meet Jitsi, mais on peut aussi, si je l'avais activé, installer la solution Matrix avec la création d'un salon automatique et des échanges possibles directement à ce niveau-là. Alors, ça, c'était sur Moodle, donc je rentre pas dans le détail. Il y a des rapports qui existent supplémentaires, les rapports sur les compétences, des rapports sur différents éléments. Ça, c'est vraiment propre à Moodle classique. Je vous invite à aller voir le webinaire là-dessus. Je ne vais pas perdre de temps là sur ce webinaire propre à Moodle Workplace, mais vous avez les informations sur un autre webinaire qui a été fait il y a un mois de ça. Un autre point important, ça va être en ce qui concerne, là, je reviens sur Workplace, sur le système des pages personnalisées. Alors, je ne sais pas si en fonction de la version que vous avez, vous ne connaissez peut-être pas ça, mais on a la possibilité sur la version, à partir de la version 4.1, de créer des pages personnalisées qui vont pouvoir dépendre en fait disponibles pour une audience. Donc, vous voyez, là j'ai créé, alors il y a une page personnalisée qui est créée automatiquement, qui est la page Mon équipe, qui permet d'avoir un retour d'information quand on a le statut de manager, hein, donc quand on gère des équipes, on a le retour d'information, on peut avoir directement un onglet Mon équipe qui s'affiche et qui va référencer tous les utilisateurs pour lesquels il y a une liaison hiérarchique qui existe avec moi, plutôt descendante, hein, bien évidemment, et avec des actions qu'on va pouvoir effectuer. Je vais rentrer dedans parce qu'il y a eu des modifications de fait dessus, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse là, c'est qu'on a la possibilité maintenant de créer des pages personnalisées qui vont soit être donc des pages globales qui vont rayonner sur l'ensemble de la plateforme, des pages locales qui vont rayonner plutôt sur l'entité elle-même. Et on a cette nouvel onglet qui est nouvelle page de démarrage et qui va vous permettre de créer des pages d'arrivée, enfin d'embarquement des utilisateurs directement. Alors ça reste une page de démarrage globale à la plateforme et pas propre à l'entité.
Mais sachez qu'Innovation, en fait, avait déjà développé quelque chose. Donc, on a, nous, prévu que avoir des pages de démarrage qui seraient affectées à des entités. Pour l'instant, ce n'est pas le cas sur la version 4.5, ça le sera certainement assez prochainement. Mais donc là, on a la première étape qui est, on peut créer des pages de démarrage. Donc, faire en sorte que, donc là, j'ai une page de démarrage qui a été créée, vous voyez, disponible comme page de démarrage, qui n'est pas listée sur mon menu. Je ne l'ai pas ici, mais je pourrais l'avoir listée si je le souhaite. Je peux l'activer directement comme n'importe quelle page de démarrage dans présentation, navigation. Et sur l'onglet en fait page initiale, vous voyez, j'ai la page de présentation qui apparaît, c'est celle que j'ai créée, donc une page supplémentaire qui va servir potentiellement de page d'entrée de l'utilisateur une fois qu'il se connecte. Moi actuellement, quand je me connecte, je tombe sur une page que j'ai customisée, qui est globale à la plateforme. On pourrait avoir cette page-là, une page différente. Et on pourrait aussi, si on le souhaite d'ailleurs, le faire renvoyer l'utilisateur directement sur le catalogue avec les informations que vous avez vues sur le catalogue. Donc on a cette page de présentation. Encore une fois, une page de présentation. Là, moi, j'ai l'espace manager. La plateforme a détecté que j'avais un statut de manager. Et quand je rentre sur la page, elle ressemble à ça en quittant le mode édition. Donc on a, pareil, des éléments qui peuvent être diffusés assez facilement avec les outils que propose Innovation, avec la mise en avant de contenu, d'informations, d'actualités, etc., de liens vers des ressources externes ou internes qui peuvent être importantes par rapport à ce qu'on connaît de l'utilisateur qui est connecté. Et si je rentre dans une page personnalisée, donc là, une page personnalisée, c'est un ensemble de blocs hein, qu'on va pouvoir modifier directement. Donc, si je clique sur modifier la page, que j'active le mode édition, voilà la page à quoi elle ressemble actuellement. La page personnalisée qui pourrait faire office de page d'accueil, la page d'embarquement des utilisateurs, on peut assez facilement rajouter des blocs et donc mettre en place des messages qui seront encore une fois propres aux utilisateurs qui se connectent. Donc ça, c'était aussi un point intéressant, cette possibilité, cette capacité qu'on a avec les pages personnalisées de transformer ces pages personnalisées en pages de démarrage. Alors, sur ce qui suit, on va plutôt rentrer. Alors, ça nécessite de comprendre un peu le fonctionnement de Moodle Workplace, et notamment la notion de structure organisationnelle. Il faut savoir, pour ceux qui ne connaissent pas Moodle Workplace, que vous avez en fait la possibilité pour chaque entité de mettre en place des structures organisationnelles. Une structure organisationnelle, c'est quelque chose qui est une sorte d'arbre hiérarchique. Donc là, si je rentre sur l'organisation, j'ai une organisation assez simple qui est basée sur en fait une hiérarchie, mais je pourrais avoir d'ailleurs en dessous de Giron d'autres éléments ou en dessous de Land d'autres éléments ou en dessous de l'Essonne, etc. Je peux avoir autant de structures organisationnelles que je veux. Puis on a la structure de position. Donc ça, c'est des choses qui existent déjà depuis longtemps hein, sur Moodle Workplace. Et c'est ce qui permettait avant de faire une liaison hiérarchique. C'est-à-dire qu'en fait, on affectait un responsable de position, une personne identifiée comme étant collaborateur ou comme étant en fait responsable d'organisation de position. Et donc ça, la visibilité, il avait la possibilité d'avoir une visibilité des utilisateurs qui étaient tagués, qui étaient intégrés à l'organisation, dans le cas du responsable d'organisation, auquel il appartient. Donc là, c'est quelque chose qui existait déjà. Ce qui a changé et ce qui n'est pas négligeable selon moi, mais quand même hyper important et intéressant, parce qu'on s'est un peu cassé les dents, nous, en fait, quand on a mis en place Moodle Workplace pour des structures, c'est que bah, finalement, il y a, notamment sur tous les hôpitaux ou même bah, pas mal de structures corporate, la liaison ne se fait pas par rapport à un service, elle se fait en fait par rapport à une liaison d'homme à homme, homme avec un grand H, hein, il n'y a pas de voilà, par rapport à ça, hein, c'est extrêmement clair. Mais c'est une liaison un to un, c'est-à-dire qu'en fait, on sait pas, j'ai pas un service et on va pas dire, bah, dans ce service-là, dans cette organisation, il y a tel responsable. C'est quelque chose de plus complexe au niveau RH. C'est bah, peut-être que j'appartiens à un service, mais en même temps, je suis responsable de personnes qui n'appartiennent pas forcément à mon service parce que je suis manager de d'autres thématiques de mon entreprise. Et pour ça, en fait, Moodle Workplace apporte une solution qui est hyper intéressante. Parce que si je rentre vous voyez, dans les actions, je vais voir les postes et les rapports hiérarchiques. Si je rentre dans mon cas à moi, bah, j'ai bien évidemment des postes qui m'ont été affectés par rapport à l'organisation. C'est ce qu'on voit ici. Je suis responsable d'organisation de l'organisation qui s'appelle Nouvelle-Aquitaine, avec les actions potentiellement suivantes. Donc la possibilité d'embarquer des utilisateurs, de voir les rapports, d'être notifié s'il y a des alertes. Mais on a surtout en fait ces éléments-là qui sont en plus et qui permettent de créer des liaisons hiérarchiques directement avec des personnes.
Donc là, par exemple, moi, je dois rendre compte à Anna, parce que c'est ma supérieure hiérarchique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas liée à une organisation, mais c'est typiquement, on a dit, voilà, cette personne-là te manage, donc elle me manage ici, avec les choix qui ont été faits suivants. Et puis moi, derrière, j'ai aussi des personnes qui ne sont pas forcément, qui ne font pas forcément partie de l'organisation que je manage ici. Donc on a cette possibilité d'avoir une finesse sur la capacité de certains utilisateurs à manager d'autres utilisateurs et pas forcément en passant par les organisations qui devient beaucoup plus fine et beaucoup plus puissante du coup. Et du coup, on a cette possibilité derrière d'identifier des liaisons hiérarchiques qui ne sont pas forcément dans un carcan de l'organisation comme ça existait avant. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui était pour nous en fait assez bloquant parce que je vous dis, il y a pas mal de structures hiérarchiques qui fonctionnent comme ça. On pourrait avoir une organisation de type pays et en même temps des gens quelqu'un qui est responsable informatique sur un grand groupe, donc qui rayonne sur différents pays, bah, d'avoir en fait des liaisons hiérarchiques sur des personnes de différents pays et pour autant avoir en fait une action particulière sur une organisation qui serait par exemple le pays lui-même. Voilà. Donc j'espère que ça a été clair, mais en gros, ça c'est quelque chose pour moi qui est vraiment intéressant et qui permet assez finement de remonter la structure hiérarchique qui existe sur au niveau RH sur une structure pour la voir vraiment telle qu'elle sur Moodle Workplace. D'autres éléments qui apparaissent et qui sont très intéressants quand on est sur l'onglet Mon équipe. Mon équipe est l'endroit où je vais récupérer de l'information sur ce que font mes utilisateurs. Donc là, si je vais je peux avoir un rapport complet de ce que fait par exemple cet utilisateur, est-ce qu'il a terminé, pas terminé. Je peux comme ça assez facilement voir les actions qui ont été faites. Alors, ma démo est toute récente. Si j'avais des gens qui étaient en retard, j'aurais des petites tags qui m'afficheraient comme quoi ils sont en retard et qu'il y a des points de vigilance. C'est pas forcément ce que je voulais vous montrer. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on a la possibilité maintenant, directement dans cet affichage-là, d'avoir en fait la gestion des certifications des programmes et on peut affecter des utilisateurs sans forcément passer par l'onglet qui correspondait à celui-ci, un onglet qui permettait d'aller directement dans un programme et de l'affecter. On a directement au niveau de mon équipe la possibilité d'affecter des utilisateurs à des parcours en allant les chercher si on le souhaite et de les embarquer directement avec ce bouton d'action rapide. Ça, encore une fois, c'est un des points qui était vraiment qui manquait en termes d'ergonomie. Il fallait aller attaquer différents endroits et là, on a vraiment cette possibilité de voir ce qui se passe directement. Et puis, on a aussi, vous voyez, les rapports complets du programme ou des cours avec bah, ce que font les utilisateurs, ce qu'ils ont fait, pas fait, avec le nombre d'activités qu'ils ont terminées, tout ça étant téléchargeable directement. Encore une fois, tout est centralisé dans mon équipe, ce n'était pas le cas avant. Il fallait souvent récupérer ça à différents endroits, donc on gagne en ergonomie. On gagne également en ergonomie par rapport aux filtres qu'on peut appliquer, qui sont beaucoup plus puissants. On a beaucoup plus d'informations, donc on peut assez facilement trier les contenus qu'on a, enfin la data qui est mise à disposition pour derrière bah, affecter ou en tout cas alerter des utilisateurs qui sont en situation en fait non conforme avec ce qu'on attend d'eux par rapport à la complétion des parcours pédagogiques qui ont été déployés. Donc voilà, cette notion de critères en fait qu'on peut avoir. Alors le dernier point qui me semble important de donner, c'est on avait pour les grosses organisations, notamment bah, quand vous avez des grands groupes qui rayonnent à l'international avec des structures hiérarchiques qui sont très complexes, j'entends par là des organisations qui ne se cantonnent pas à ce que je vous ai montré ici, là, cette possibilité d'aller sur les organisations. Là, j'ai une organisation qui est très simple. Nous, on a des organisations qui sont des fois très très complexes où il y a une centaine, 200, 300 lignes en fait d'organisation. Alors, on était souvent confronté à la problématique quand on essayait d'affecter un utilisateur à un poste, bah, c'était laborieux parce qu'il fallait en fait aller chercher manuellement l'utilisateur, enfin en tout cas l'organisation, on n'avait pas forcément de moteur de recherche. Là, on a maintenant, quand j'affecte une nouvelle organisation, on a un moteur de recherche qui me permet d'aller directement chercher, si je vais chercher Nouvelle-Aquitaine par exemple, alors non, pas dans l'utilisateur bien évidemment, dans l'organisation, hein. Nouvelle-Aquitaine. Vous voyez, j'ai tout de suite en fait l'information qui peut s'afficher et j'ai surtout l'arborescence de l'organisation qui est affichée. Donc on a vraiment une vue assez concise de bah, ce que je recherche sans forcément avoir un menu déroulant sans fin qui s'affiche avec quelque chose qui nécessitait, en tout cas chez nous, énormément de temps pour affecter des utilisateurs. Bon, bien évidemment, la plupart du temps, les organisations et les positions sont interfacées avec des outils informatiques mais il y a toujours la nécessité d'aller affecter manuellement potentiellement des utilisateurs sur des organisations. Et ça devenait très compliqué là maintenant avec ce système de moteur de recherche.
on a à tous les endroits la possibilité d'aller rapidement en fait à l'information qui nous intéresse et cette capacité de directement d'avoir la liaison qui se fait automatiquement. Dans les filtres aussi des différents contenus, on a, alors si je vais sur l'onglet, cette fois-ci utilisateur, on a rajouté plein, ils ont rajouté plein de filtres. On était un peu limité pour faire les filtres. Là, on a vraiment plein d'autres filtres qui sont disponibles et on peut même aller en rajouter si on le souhaite. Donc ça, c'est aussi un point intéressant. Alors, on arrive à la fin de ce webinaire. J'ai juste un dernier point à vous donner. J'ai parlé de l'URL spécifique par entité. Il y avait toute la partie communication aussi qui ne suivait pas. C'est-à-dire qu'en fait, typiquement, quand je suis sur ce bouton-là et que j'ai la possibilité d'avoir le contacter l'assistance, parce que c'était généralement contacter l'assistance globale, il n'y avait pas de spécificité à l'entité. Et bien maintenant, on a, par le biais du système d'entité, la possibilité, si je rentre dans, par exemple, l'entité Vita Resto, dans l'onglet Apparence, de court-circuiter en fait le système d'adresse ou de nom de l'assistance ou de l'email de l'assistance, tous ces éléments-là qui étaient en fait génériques, on a la possibilité de substituer en fait par entité les éléments qui vont être poussés et donc la communication qui va pouvoir avoir. Et donc ça, c'est aussi un point qui était important. Je finirai par un élément que vous connaissez peut-être pas, c'est la visite guidée. Sachez que la visite guidée était avant globale. Maintenant, on a la possibilité d'avoir des visites guidées, donc présentation, apparence. Donc visite guidée, on a la possibilité dans la visite guidée, quand on la travaille, de décider en fait à quelle entité va s'affecter cette visite guidée. Donc pareil, des éléments spécifiques. Je ne suis pas encore une fois rentré dans le détail de ce qui existe sur Moodle LMS 4.5. Ce n'est pas l'idée parce qu'il y aurait beaucoup de choses à voir. C'était pratiquement un webinaire entier. Il y a toute la partie interconnexion avec les outils IA que je vous invite à aller voir. Mais ça, encore une fois, c'est présent sur un autre webinaire. Donc, je vous invite un autre webinaire, je vous invite à aller le voir directement. Et j'en ai fini maintenant avec cette présentation. J'ai peut-être oublié certaines choses, n'hésitez pas à vous abonner à notre liste de diffusion. On mettra progressivement des choses qu'on aurait et des fonctionnalités qui nous semblent pertinentes d'afficher. Donc vous aurez en fait des compléments d'information au fur et à mesure qu'on découvre cette plateforme et qu'on détecte des choses qui sont vraiment pertinentes de pousser. Voilà, Mais, alors, oui, merci Benoît. je t'en prie. J'ai répondu à quelques questions au fur et à mesure et on pourrait peut-être revenir un petit peu sur la différence entre la page d'atterrissage, les pages personnalisées. Mhm. Comment est-ce qu'on va aller gérer? Quelle va être peut-être la stratégie pour utiliser l'un ou l'autre? Alors, là, typiquement, là, donc si je reviens sur les pages personnalisées qui sont ici, la page personnalisée, c'est vraiment un contenu qui a pour objectif de diffuser de l'information propre à une audience. Donc, c'est comme ça qu'on la crée, hein. C'est-à-dire que quand je crée une nouvelle page, je vais pouvoir décider de créer une page qui va rayonner au niveau global, donc qui va être disponible quelle que soit l'entité auquel j'appartiens. Et puis, on va pouvoir avoir des pages qui vont être des pages qui vont être disponibles que en fonction de l'entité auquel j'appartiens. C'est-à-dire que peu importe finalement les utilisateurs et la typologie d'utilisateur, si elle est commune en fait à la plateforme, il n'y a que les utilisateurs qui appartiennent à l'entité qui le verront. La page de démarrage, elle a vraiment pour objectif en fait de court-circuiter. Mais pourquoi en fait elle existe? Parce que dans Moodle classique, cette page, elle est beaucoup plus sommaire que ce que vous voyez ici. Cette page-là, l'agencement que vous voyez là n'existe pas sur Moodle Workplace classique en fait. C'est souvent quelque chose qui va être un contenu qui va par exemple s'afficher en mode plus voilà les cours disponibles ou des messages qui sont assez basiques. Donc il y a cette volonté, il y avait cette volonté en fait de donner la possibilité aux administrateurs de créer quelque chose de différent. Voilà. Donc c'est dans ce sens-là où les pages personnalisées ont été créées. Alors, la page personnalisée démarrage sert à ça, à faire en sorte qu'un utilisateur, dès qu'il se connecte, il arrive directement sur l'environnement graphique qu'on a créé avec les messages qui vont bien. Encore une fois, elle est globale à la plateforme, là où innovation permet en fait de dire par entité, bah, la page d'atterrissage, c'est pas ça, c'est cette page personnalisée globale que j'ai créée, d'accord? Donc, il y a ça. Après, si je reviens sur la page personnalisée, l'objectif aussi qui était sous-jacent aux pages personnalisées, c'était, par exemple, vous avez une typologie d'utilisateur, c'est le cas par exemple sur l'Espace Manager ici, euh, et vous avez envie en fait de communiquer spécifiquement sur cette typologie d'utilisateur. Donc là, c'est vraiment ce que j'ai ici. L'Espace Manager ne concerne que des utilisateurs qui sont au sein de mon entité, qui seraient tagués comme étant manager. D'accord? Donc ça veut dire que
ce bouton-là, Espace Manager, sera disponible que pour les personnes qui gèrent des gens. D'accord? Donc ça permet en fait aux administrateurs de la plateforme de mettre en place des éléments qui se rapprochent de ce qu'on appelle le LXP, c'est-à-dire être en capacité de proposer un environnement où on va faire de la curation de contenu, où on va faire un focus particulier sur les problématiques que rencontre cette typologie d'utilisateur spécifique. Voilà, la page personnalisée à la base, ça servait à ça. L'affichage, enfin, l'apparition de la page de démarrage, c'était plutôt pour permettre, en fait, quand un utilisateur rentre sur la plateforme, d'avoir en fait une communication différente que celle qui est proposée en standard par Moodle Workplace. Encore une fois, là, ça ne va pas au bout, hein. Au bout du bout, là, avec Moodle Workplace actuellement, ça ne va pas au bout du bout, parce que l'idéal, ce serait qu'en fait, j'appartiens à l'entité A, je me connecte, bah, la page de démarrage ne va pas être celle que j'ai créée, mais va être celle que j'ai créée pour l'entité A, en fait. Voilà. Mais ça, pour l'instant, c'est pas le cas. Et vous voyez que c'est la première étape avant ça, en fait. La première étape, c'est on crée quelque chose qui va servir de page de démarrage. Et la deuxième étape, c'est Moodle va permettre assez rapidement, dans l'onglet entité, de dire, OK, bah, la page de démarrage de cette entité, c'est celle-ci. Et en fait, on va pouvoir comme ça avoir des pages qui vont être différentes, avec un message qui va être différent, avec un agencement graphique qui va être différent. J'espère que ça a été clair. Je pense, oui. Omar, juste souhaiterais qu'on revienne un petit peu sur la toute fin. Tu évoquais le fait de pouvoir utiliser différentes adresses. Alors, par rapport à la gestion Les de entités. l'aide Oui. contextuelle, en fait, je pense que c'est ça, Omar, hein, un système d'adresses qui n'a pas été bien compris. Alors, j'avoue que... Alors, sur il y a deux choses. Vous avez l'URL, en fait, l'URL de la plateforme. Quand vous vous connectez sur une plateforme en ligne, vous avez en fait l'URL qui est le même, en fait. C'est l'URL, le radical, c'est toujours le même. On va dire innovationsolutions.fr. Si je crée en fait un workplace pour innovationsolutions.fr, j'aurai innovationsolutions.fr. Voilà. Et si je veux basculer un utilisateur et le faire arriver directement sur une page de connexion qui serait propre à l'entité que j'ai créée, j'aurai innovationsolutions.fr slash point d'interrogation tenant pour entité égale celle que j'ai créée. Donc là, le radical, la communication reste en fait au sein d'innovation. C'est quand même problématique. Donc là, la première chose, c'est on a la capacité d'avoir des URL qui seraient différentes. C'est-à-dire que je pourrais avoir le nom de la structure, l'URL de la structure, avec quelque chose de clair en fait pour les utilisateurs qui se connectent. Ils vont pas taper le nom de l'organisme qui propose Moodle Workplace, mais ils vont taper le nom de leur organisme à eux, quoi. C'est déjà une première chose. Après, en ce qui concerne tous les messages et les informations et les mails qu'on peut retrouver, c'est à ce niveau-là. Donc, on a l'adresse de non-réponse, le nom de l'assistance qui est en place, l'email de l'assistance qui peut être utilisé, le lien vers le contacter le support. Tous ces éléments-là, c'est des choses qui existent normalement, mais qui étaient globales à la plateforme. C'est-à-dire que le lien d'aide était, quelle que soit l'entité auquel j'appartenais, était le même. Maintenant, on a la possibilité de substituer en fait ce lien-là et d'en mettre un autre en fait. Et on a la possibilité de substituer chaque élément pour mettre, par exemple, si je suis organisme de formation et je fournis des parcours pédagogiques à des clients et que j'ai créé une entité pour un client, bah là, je vais pouvoir dire, OK, bah toi, c'est toi qui vas gérer en fait la partie assistance de ta propre plateforme, du bout de plateforme que je t'ai créé, à savoir l'entité pour toi. Et donc, je vais rentrer tes informations. Et encore une fois, ça restera transparent pour l'utilisateur qui appartient à l'entité parce que quand il va se connecter, il aura l'URL qui correspond à ce qu'il a l'habitude de taper. Et puis derrière, sur les différents éléments de notification qui pourraient être effectués, on aura toujours en fait le radical qui correspond à la structure pour laquelle j'ai créé cette entité. Voilà, je dis encore une fois, je ne sais pas si ça a été clair, mais si c'est pas clair, on peut rentrer dans le détail sur un cas d'usage précis pour que je puisse expliquer si vraiment le fonctionnement et montrer comment ça peut être utilisé. Ok. En attendant qu'Omar nous confirme si on a bien répondu à sa question, Elodie, qui semble avoir quitté le webinaire, demande cependant de revenir un petit peu sur les modalités de paiement en ligne. Oui. Alors ça, c'est les paiements, les systèmes de paiement en ligne à partir de la 4.1 sont basés sur en fait des méthodes d'inscription dans les utilisateurs. Donc là, vous avez en fait, par défaut, vous avez l'inscription qui existe depuis très très longtemps, c'est l'inscription par PayPal.
Donc, c'est des méthodes d'inscription qu'on active, hein. Là, si je mets gestion les plugins, gérer les plugins d'inscription, vous voyez que j'ai activé la méthode PayPal. Mais il y en a une autre qui est inscription après paiement, qui repose sur des plugins de kits de paiement sécurisés. Donc, on peut en fait activer ce type de paiement-là, enfin, ce type d'inscription qui repose sur des modules de paiement en ligne, de type Stripe ou même des kits de paiement sécurisés classiques bancaires, hein, de type, je sais pas moi, LCL, Boursorama, etc., etc. Donc on peut en fait activer ces éléments-là et derrière, une fois qu'on les a activés, dans chaque cours, alors ça peut se faire en masse, hein, bien évidemment par des interfaces, mais dans chaque cours, on va pouvoir affecter, créer en fait ces méthodes d'inscription. Si elle ne l'est pas, si elle n'est pas disponible, bah, il n'y a pas de prix qui s'affiche, ou en tout cas, s'il n'y a pas de capacité pour un utilisateur de rentrer gratuitement sur le parcours, c'est-à-dire qu'il va nécessiter en fait de demander l'autorisation à rentrer dans le parcours, dans le parcours, on n'a pas d'information qui est rattachée. Par contre, effectivement, si je l'avais, là, si je l'active le mode édition et que je rentre dans les participants et que j'active en fait ma méthode, une méthode qui permet d'avoir une remontée d'informations, bah, je vais avoir en fait donc méthode d'inscription. Si j'active par exemple auto-inscription, qui est une méthode plutôt en fait qui correspond à quelque chose de gratuit, et que dans le catalogue, je réactualise en fait l'information, il a détecté qu'en fait la méthode d'inscription dans ce cours était l'auto-inscription, donc on avait la capacité de s'inscrire en toute autonomie. Donc il va détecter du coup bah, que le prix c'est gratuit et directement dans le catalogue, il va afficher cette information à l'utilisateur pour lui indiquer qu'en fait il peut rentrer directement sans avoir à payer quoi que ce soit. Donc, il y a plein de paiements sécurisés qui se reposent sur des méthodes d'inscription. On peut les activer comme on le souhaite et les utiliser de différentes manières. On peut avoir autant de méthodes qu'on le souhaite, hein. On peut changer bien évidemment la devise, hein. Là, je suis en prix en euros, mais je pourrais avoir en dollars, en n'importe quel autre élément. Et je peux d'ailleurs combiner des choses qui vont s'afficher en dollars ou en euros en fonction de l'entité auquel j'appartiens. On imagine bien un pays hors Union européenne qui pourrait en fait avoir des informations plutôt liées à son pays, donc avoir avec la devise correspondant au pays auquel il appartient. Je pense juste une petite précision qui pourrait être intéressante. Je pense notamment à tous ceux qui sont Calliope, etc. On peut envisager aussi des fonctionnements plus fins entre le site et le catalogue avec ces systèmes d'embarquement, de paiement, d'embarquement pour inscrire les utilisateurs, etc. Et si vous êtes intéressé par ce genre de problématique, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse info@innovationsolutions.fr qui est déjà présente sur le chat. Si vous avez besoin qu'on fasse un petit point sur ce genre de problématique aussi, ça pourra faire l'objet d'une petite intervention ou d'une vidéo spécifique. Voilà, faites-nous savoir quels sont vos besoins, vos centres d'intérêt. On sera ravis de pouvoir faire des focus là-dessus. On a peut-être le temps de prendre une dernière question si quelqu'un a une question de dernière minute. Sinon, je pense qu'on va pouvoir clôturer ce webinaire. Est-ce possible d'ajouter une liaison entre Moodle et l'IA? Oui, alors ça, pour le coup, je ne suis pas rentré dans le détail, mais dans Moodle 4.5, donc la version LMS, on a la possibilité maintenant nativement de créer une liaison via des fournisseurs d'IA. Donc là, il y en a deux pour l'instant, OpenAI, Azure. Innovation en train de réfléchir pour faire une liaison plutôt Mistral, franco-français. Après, on peut en fait en rajouter progressivement. Il va y avoir des fournisseurs qui vont apparaître nativement. Et l'objectif, enfin, l'idée, c'est on paramètre, en fait, tout simplement, on va paramétrer les points de terminaison correspondants, en fait, ou en tout cas le paramétrage correspondant à chaque type de fournisseur. Et derrière, on va avoir, en fonction de ce qui a été développé, bah, des liaisons par le biais de plugins additionnels, des choses qui vont permettre de créer des questionnaires rapidement, la possibilité, là, j'ai de générer des textes, générer des images, faire des résumés de texte. Tout ça, c'est des choses qui sont propres en fait à la version Moodle 4.5. Allez voir le webinaire et vous aurez en fait des informations avec des exemples bien précis de ce que ça peut générer. Et si vous avez en fait des outils de type knowledge ou des outils de type comment s'appelle chatbot comme par exemple Professeur Bob ou autre, avant ils avaient une liaison qui était autonome, c'est-à-dire que c'est le plugin qui faisait la liaison avec le fournisseur d'IA. Là, on est vraiment sur quelque chose qui va être standardisé côté Moodle et les plugins qui vont être créés, qui vont toucher à l'IA, vont bah, du coup se rattacher aux fournisseurs qui ont été intégrés nativement sur la plateforme. Voilà.
Ok, Je sais une pas si... toute dernière question. Par rapport au catalogue, est-ce qu'on peut télécharger un catalogue déjà existant pour pouvoir implémenter rapidement son catalogue? Alors, est-il possible de télécharger un catalogue déjà existant? Alors, télécharger, ça veut dire créer en fait en masse le catalogue. J'imagine que c'est C'est effectivement sur le fonctionnement Ouais, CSV, comme on connaît par oui, alors là, ailleurs. on peut importer en fait en masse des cours et on peut taguer en fait tous les éléments que vous voyez, on peut taguer en fait les cours qu'on crée, on peut les taguer comme on veut. Donc oui, on peut en masse créer en fait un catalogue, on peut importer un catalogue déjà existant. Donc le format, ce serait plutôt CSV. Alors si télécharger, ce catalogue, est-ce que je peux avoir un bouton derrière qui me permet de le télécharger un élément ou l'ensemble des éléments disponibles sur ce catalogue? Actuellement, c'est pas le cas. Nous, on a prévu une innovation d'avoir un bouton qui permet en fait de générer des PDF. C'est-à-dire qu'on pourrait mettre sur une liste de souhaits les éléments qui nous intéressent et derrière exporter cette liste de souhaits au format PDF pour que on puisse y faire référence si on a besoin de s'inscrire après, forcément, en autonomie ou hors connexion, vérifier tout ce qu'on a, tous les éléments qui nous ont intéressés. Plus de questions? Vous m'entendez toujours? Oui, excuse-moi, j'étais en train de taper. D'accord. J'avais Euh, peur. Ouais. Omar demande effectivement les usages du catalogue. Est-ce qu'on peut ajouter plus d'un cours dans un cours? Alors, je ne sais pas si Omar évoque la possibilité d'utiliser des programmes. Alors, oui, alors là, pour l'instant, actuellement, dans Moodle Workplace, vous avez effectivement des programmes. Actuellement, le catalogue de Moodle Workplace natif ne propose que des cours. Par contre, on peut très bien, par de biais détournés, créer en fait un cours qu'on pourrait d'ailleurs taguer comme programme avec le type d'information suivante et faire un tri en fait dans les catégories pour identifier un cours comme étant l'entrée, le chapeau d'un programme. Donc, on peut assez facilement arriver à avoir ce fonctionnement-là et les distinguer, faire en sorte de les distinguer des autres cours lambda. Alors, par rapport à ça, nous, on a fait en sorte d'avoir en fait une case à cocher supplémentaire qui permet d'éviter que le cours chapeau s'affiche ici et que ce soit bien le programme qui s'affiche. Et en gros, ce qu'il faut imaginer, c'est qu'on a un cours chapeau. Dès qu'on est inscrit à ce cours chapeau, bah, on est inscrit au programme. Et nous, on a quelque chose qui fait en sorte de ne pas afficher le cours chapeau, mais juste le programme correspondant. Voilà. Mais ça, c'est peut-être un peu précis. Donc, je pense que là, il ne faut pas hésiter à ce qu'on vous fasse un cas d'usage, nous solliciter à côté, qu'on fasse un cas d'usage pour vous montrer vraiment le cheminement de l'utilisateur depuis son entrée sur le catalogue avec les programmes et les cours et comment après les choses se font et comment on peut le monter directement avec les règles dynamiques et les programmes existants dans Moodle Workplace. Très bien, ben, midi pile poil, on va pouvoir se souhaiter un bon appétit. On se retrouve prochainement pour un autre webinaire innovation. N'hésitez pas donc à venir enrichir nos pistes de réflexion pour qu'on puisse créer effectivement des thématiques qui vous intéressent. Vous pouvez nous retrouver prochainement au Learning Technology fin janvier et au e-Learning Expo en mars. Et d'ici là, n'hésitez pas à nous contacter sur innovation@innovationsolutions.fr ou sur notre LinkedIn ou nos autres réseaux sociaux. Benoît, un petit quelque chose à ajouter? Ton micro est coupé. Ben, je vous souhaite un bon appétit. Excusez-moi, j'étais en train de tousser à côté, j'avais un petit chat dans ma gorge. C'était ça. Donc voilà, merci à tous et oui, bon appétit et puis très prochainement avec vous sur d'autres sujets intéressants. Merci, au revoir. Merci, au revoir.